l'objectif de mon topo aujourd'hui, c'est pas vraiment de faire une revue, un catalogue exhaustif sur les complications nutritionnelles, mais c'est plutôt de partager avec vous notre expérience, l'expérience d'une unité de recours de réanimation nutritionnelle. Alors tout d'abord, mon introduction, ça va être la conclusion de ma collègue Léa Martini. On sait que les interventions de chirurgie bariatrique sont de plus en plus utilisées et avec succès dans le traitement de l'obésité morbide aujourd'hui. C'est le traitement le plus efficace aujourd'hui de l'obésité. Mais on sait aussi qu'il existe des risques de complications qui sont peu fréquents, mais potentiellement graves à court, moyen et même à long terme. Le type, la gravité de ces complications va dépendre du statut somatique, psychiatrique du patient, avant la chirurgie bariatrique, mais aussi de la technique qu'on va utiliser. Donc, rapidement sur les recommandations, j'ai mis en rouge ce qui me semblait important dans les recommandations françaises, insister sur la prise en charge globale du patient, sur la concertation pluridisciplinaire de décision de chirurgie. C'est une technique de deuxième intention, c'est un traitement de deuxième intention en cas d'échec du traitement médical. Et il faut que le patient ait compris, accepté la nécessité d'un suivi médical. J'insiste sur le topo de ma collègue avant, et chirurgical également à long terme. Les indications, je ne vais pas les détailler, vous les connaissez, ainsi que les contre-indications ici. Donc, ça, c'est une étude qui s'est basée sur les données de l'assurance maladie, qui nous montre un peu le profil de la population. Donc, une majorité de femmes, ça on l'a dit, une moyenne d'âge autour de 40 ans, et puis, bien sûr, les plus fréquentes, les interventions sont plus fréquentes en cas d'obésité sévère, morbide. Donc, l'évolution des actes de chirurgie bariatrique ici, en fonction des techniques chirurgicales, on voit que d'une manière globale et générale, on a une augmentation presque pas exponentielle, mais très importante donc de la chirurgie bariatrique en général. Et puis vous avez les différentes techniques ici. On voit que la sleeve gastrectomie, si je ne me trompe pas, augmente, est en nette progression. Et puis que l'anneau gastrique est de moins en moins utilisé. Donc rapidement, résultat, efficacité, je pense que Léa a présenté ces deux études, en tous les cas celle-ci, où on voit l'efficacité des différentes chirurgies bariatriques. La plus efficace, c'est la dérivation bilioppancréatique qu'on voit en pointillé en haut, et puis les autres un peu moins, mais toujours avec une efficacité et stable dans le temps. Je passe rapidement à présenter cette étude. Et puis les complications de la chirurgie bariatrique, j'ai essayé d'un peu les classer ici en complications médicales et chirurgicales que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Les complications médicales, on peut les dichotomiser comme ça, les troubles fonctionnels digestifs, on va voir le dumping syndrome, je vais en dire un mot rapidement, Léa on en a parlé, le reflux gastro-duodénal, et puis tous les autres troubles fonctionnels digestifs, dysphagie, vomissement, diarrhée. Toutes ces complications-là peuvent entraîner ou mener les patients à la dénutrition. On a un fort risque de dénutrition. Alors, pour le dumping syndrome, je pense qu'il y a parlé du mécanisme et de la symptomatologie. Rapidement, le mécanisme, on sait que l'élément déclenchant, c'est la prise alimentaire, le vol alimentaire. Et le dumping syndrome est une réponse à l'arrivée rapide du bol alimentaire hyperosmolaire directement dans l'intestin grêle. C'est des mécanismes, la physiopathologie est complexe, on a des mécanismes hormonaux complexes avec une libération de polypeptides en grande quantité, responsable de symptômes précoces, et puis une hyperinsulinémie liée à l'arrivée en grande quantité de glucose directement dans le grêle, responsable des symptômes tardifs. Je passe rapidement, juste pour la prise en charge. Léa a parlé des mesures diététiques avec la nécessité d'un fractionnement des repas environ à 6 par jour. Si ça ne marche pas, on sait qu'il y a
un arsenal thérapeutique, les analogues de la somatostatine qui va ralentir la vidange gastrique, mais aussi diminuer la libération des peptides et la libération hormonale. Également, on sait que les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase ont peut-être un petit effet. Et puis, si vraiment il y a une altération de la qualité de vie avec un échec des mesures diététiques et thérapeutiques, on peut envisager dans les cas extrêmes des réinterventions chirurgicales, mais je ne rentrerai pas dans ces détails. Donc les différents mécanismes de carence vitaminique en fonction du type donc, de la chirurgie bariatrique. On peut avoir une diminution des apports par intolérance à certains aliments, donc en ayant une alimentation déstructurée, par un défaut d'assimilation avec une diminution de l'acidité gastrique par réduction du volume gastrique, une diminution du facteur intrinsèque, donc diminution de l'assimilation du fer, du zinc, de la vitamine B12, par des mécanismes de malabsorption, surtout dans les courts-circuits du duodénum et du jéjunum proximal, on peut avoir des carences en fer absorbées essentiellement au niveau de la partie du grêle proximal du duodénum, du zinc, du magnésium, du calcium et de certaines vitamines, notamment la C, la B1 et la B9, et puis plus ou moins un défaut d'absorption protéique. Le statut préopératoire vitaminique est très important. On ne le dit pas suffisamment. Évaluer le statut préopératoire des patients avant chirurgie peut être intéressant et indispensable à l'anticipation des carences, avec un épuisement plus ou moins rapide en fonction des réserves. Et puis je vais vous parler un peu d'expérience que nous commençons à peine à avoir. Donc je vais vous parler de l'ensemble des patients qu'on a hospitalisés de janvier à décembre 2013 pour complications nutritionnelles graves liées à la chirurgie bariatrique. Le nombre d'hospitalisations a augmenté, on n'en avait pas jusqu'à 2010. Et puis de 2010 à 2013, on a vu un nombre augmenter. Je sais qu'en 2010, on a eu un patient et puis de plus en plus. On a actuellement une petite série de 17 patients, mais de complications nutritionnelles graves avec des dénutritions sévères et des complications carentielles graves également. Donc on a essayé d'écrire les caractéristiques de cette cohorte de patients hospitalisés pour complications nutritionnelles secondaires à des chirurgies bariatriques. Donc on les a observés, on a décrit leurs caractéristiques entre janvier, comme je vous ai dit, 2011 et décembre 2013. 17 patients, c'est pas beaucoup, mais c'est des patients extrêmement graves sur le plan somatique. Donc une majorité de femmes, un âge moyen de 45 ans, un poids moyen, et ça ne parle pas, c'est plutôt l'IMC qui parle, un IMC moyen avant chirurgie à 48. J'ai résumé ici les comorbidités respiratoires, métaboliques et rhumatologiques des patients. Donc on avait 4 patients qui n'avaient aucune comorbidité et puis 3 patients qui en avaient 4. Quand on a repris l'histoire de ces patients, donc nous on n'intervient pas en amont mais plutôt en aval de la chirurgie bariatrique lorsque celle-ci se passe mal. Donc on a pu repérer 4 contre-indications absolues à la chirurgie bariatrique. Une patiente qui avait un alcoolisme, un éthylisme chronique non sevré, dissimulé mais non sevré au moment de la chirurgie. Elle avait arrêté de boire 15 jours avant l'intervention, nous disait-elle. Et 3 troubles graves du comportement alimentaire non stabilisés avec une anorexie mentale. Une patiente qui oscillait entre l'anorexie et la boulimie avec un effet yo-yo et des oscillations pondérales assez impressionnantes, et 3 boulimies non sevrées sur 17. Alors le type de chirurgie bariatrique, 12 patients sur les 17 avaient été opérés une seule fois, mais 5 patients avaient eu au moins 2 chirurgies. Donc avec 2 patients sur 17 qui ont été opérés 2 fois, avec des techniques différentes. Et puis bien sûr l'effectif était trop restreint et donc ça ne nous permettait pas de comparer quoi que ce soit. Donc quels étaient les motifs d'hospitalisation dans l'unité? Pour 6 patients, c'était une symptomatologie digestive avec des diarrhées pluriquotidiennes, des vomissements postprandiaux systématiques. Pour 6 patients sur 17, par exemple, pardon, il y a une erreur ici,
Et c'était des complications chirurgicales, 4 fistules, perforations et péritonite, et puis une ischémie du pôle supérieur de la rate. Bien sûr, on ne les a pas hospitalisés pour la prise en charge de ces complications chirurgicales, mais pour les conséquences nutritionnelles, pour des dénutritions après ces complications. Nous avions un délai entre la chirurgie et l'hospitalisation dans l'unité qui était de 19 mois, une perte de poids moyenne de 47%. L'IMC moyen à l'admission était de 25, donc ça peut paraître normal, mais quand on parle de 48, ça fait beaucoup. Et tous les patients avaient une hypoalbuminémie, et puis une préalbumine également basse. Alors les motifs d'hospitalisation, amaigrissement, signes fonctionnels digestifs, altération de l'état général, troubles neurologiques, périphériques et ou centraux chez 8 patients, et puis douleurs abdominales chez 2 patients sur 17. Et puis ce qui est important à souligner, c'est que 13 patients sur les 17 n'avaient pas eu de suivi post-opératoire, ni une observance à la complémentation systématique en vitamines et en éléments traces. Donc ça fait quand même beaucoup sur les 17 patients graves, compliqués. Presque tous, j'ai envie de dire, n'ont pas été observants. Alors concernant les carences, 6 patients sur 17 avaient une carence en vitamine B1, avec un dosage plasmatique moyen à 56 mmol par litre, pour une normale inférieure à 126. 4 présentaient de troubles cognitifs sévères. 2 patients avaient des atteintes périphériques avec à l'électromyogramme une neuropathie périphérique plus une atteinte myogène. Un patient avait une neuropathie périphérique, mais on n'avait pas de preuve carentielle. Le dosage a été fait a posteriori, le patient était passé par les urgences et avait été complémenté en vitamine B1. Donc c'est sur ces 6 patients qui avaient une carence en B1, 4 avaient une sleeve gastrectomie et 2 avaient été opérés plus d'une fois. 14 patients avaient une carence en vitamine D. Il n'y avait pas de carence en vitamine PP, cependant, à l'aminoacidogramme qu'on avait fait, c'est-à-dire un dosage des acides aminés, il y avait un tryptophane souvent bas et parfois effondré chez certains patients qui étaient symptomatiques, qui est considéré comme le tryptophane est le précurseur endogène de la synthèse de la vitamine PP. Voilà. Et étrangement, il n'y avait aucune carence en folate ni en B12, ce qu'on aurait attendu chez ces patients graves. Concernant les éléments traces, donc nous dans l'unité on dose systématiquement les éléments traces les plus importants, c'est-à-dire le zinc, le cuivre et le sélénium, chez nos patients. Pour le cuivre, 7 patients avaient une carence en cuivre, avec une anémie, enfin je vous ai mis ici les symptômes potentiels qui pouvaient être attribués aux différentes carences. Il faut savoir ici que c'est pas du tout, c'est des symptômes, c'est des conséquences qui ne sont pas du tout spécifiques à une carence en particulier, mais ça peut aggraver. Donc une anémie, une ostéoporose pour le cuivre. Le zinc, 11 patients quand même sur 16, le 17e n'a pas eu son dosage, avait une carence en zinc avec un risque de dysbiosie, d'anorexie, d'acrodermatite entéropathique, ça c'est la forme génétique qui donne tous les symptômes de la maladie, une anémie, de lymphopénie, une alopécie. Et puis des carences en sélénium, 9 patients avaient une carence en sélénium. Et puis pour évaluer la fonction entérocytaire, on dose la citrullinémie, qui est un acide aminé non protéique et qui est le témoin indirect, le reflet indirect de la fonction entérocytaire. 11 patients avaient une carence en citrulline. 10 patients sur 13 avaient une anémie avec une hémoglobine moyenne à 10, sans carence en folate et en B12, et sans carence identifiable en fer. Ceci dit, patients polytransfusés avec des syndromes inflammatoires, donc faire un peu la part des choses, évaluer une réelle carence en fer. On n'a pas dosé le récepteur soluble de la transférine, donc on n'a pas pu vraiment savoir s'ils étaient carencés ou pas en fer. Par contre, ces anémies étaient toujours en rapport avec au moins une carence en zinc ou en cuivre. On sait que les carences en cuivre, essentiellement, sont responsables d'anémies. Et ces anémies se sont corrigées après complémentation. Donc, chez nos patients, il y avait 16 indications à la nutrition entérale, chez les 17,
15 en ont reçu, une patiente avait refusé la nutrition entérale, et 3 patients nécessitaient quand même un recours à une nutrition parentérale. Alors, le devenir des patients, c'est trop tôt pour vous parler de tous les patients, mais du devenir des 17 patients. Mais 2 patients ont été réopérés pour transformation d'un bypass. 2 patients sont institutionnalisés pour encéphalopathie chronique type Gaillet-Wernicke avec troubles cognitifs et fonctionnels sévères. 2 patientes ont été réhospitalisées en urgence pour une rechute, une dénutrition après amélioration. Et puis, on est trop précoce encore pour les autres. Je voulais illustrer avec 2 cas cliniques assez parlants qu'on a hospitalisés dans le service. La première est Madame R, qui a 46 ans, qui était auxiliaire de puériculture, d'origine malgache, qui vivait en France depuis l'âge de 18 ans, qui était mariée, qui avait 2 enfants. Je vous ai mis ici sa courbe pontérale, donc elle arrive à l'âge de 18 ans. Elle était très sportive. À ce moment-là, elle arrive en France, elle arrête son activité physique, elle prend du poids de façon régulière. 2 grossesses, donc une prise de poids de 20 puis de 15 kg. Et puis en janvier 2006, bypass gastrique, donc elle perd du poids de façon assez satisfaisante et puis reprend progressivement après. Et puis en mai 2013, elle est réopérée pour un allongement de l'anse exclue. Elle a été adressée par son chirurgien directement en hospitalisation le 16 décembre 2013 pour altération de l'état général dans un contexte de diarrhée, plus de 8 selles graisseuses par jour, depuis fin mai 2014. Donc avec une perte secondaire d'appétit jusqu'à l'aphagie totale au moment de la prise en charge. Donc elle ne mangeait plus rien quand on l'avait hospitalisée. Une perte de poids de 30 kg en 6 mois. Donc la patiente s'est présentée dans un tableau de troubles cognitifs sévères avec une irritabilité, une agitation, elle déambulait dans les couloirs, elle était agressive avec le personnel, c'était très difficile à contenir. Son mari disait qu'elle n'était pas du tout comme ça, qu'il ne la reconnaissait plus. Donc elle pesait 90 kg avec une importante inflation hydrique. Elle n'avait pas de fièvre, elle avait des constantes correctes. Elle avait perdu ses cheveux, elle avait une alopécie et une glossite assez importante. Et puis elle se plaignait de douleurs à type de brûlure avec une éruption érythémateuse diffuse, comme vous voyez ici. C'est dommage, on n'avait pas pris les photos le premier jour de son arrivée, donc on avait un peu en retard. Toutes les lésions que vous voyez noirâtres ici foncées étaient érythémateuses, rouges et suintantes. Et puis sont devenues progressivement pigmentées. On n'avait pas une atteinte périorificielle. Pourquoi je parle de l'atteinte périorificielle? On sait que les carences en zinc donnent préférentiellement des atteintes périorificielles, ce qu'elle n'avait pas. Donc au total, altération d'état général, diarrhée, perte pondérale, apparition secondaire d'œdème, de troubles cognitifs, de lésions cutanées, après une 2e chirurgie bariatrique chez cette dame de 45 ans. Je vous ai dit, elle n'avait pas de comorbidité, elle avait juste une obésité sévère sans comorbidité. Donc ce qu'on a fait, je vais aller vite. Donc elle avait une anémie à 8 grammes, elle avait une petite cytolyse mais sans insuffisance hépatocellulaire. Le bilan phosphocalcique était normal, elle avait une albumine à 13 grammes, donc très basse, une transthyrétine à 0,083, donc basse aussi, un petit syndrome inflammatoire, probablement lié aux lésions cutanées, il n'y avait pas d'autre point d'appel. L'IRM cérébral était normal, donc vu l'agitation, on avait fait l'IRM cérébral assez rapidement. L'électrocardiogramme était sans particularité, donc il n'y avait pas d'atteinte neurogène ni myogène évoluée. Et on a fait quand même une échographie abdominale qui avait juste montré un foie de surcharge métabolique diffus et rien de particulier. Donc on était un peu embêtés, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Donc on était face à une dénutrition sévère type kwashiorkor, parce qu'il y avait ces œdèmes, compliqué de manifestation probablement carentielle, après une 2e chirurgie bariatrique. On s'est posé la question de carence. Donc on s'était dit que ça pouvait être soit une carence en B1, en PP, autre carence, on ne savait pas trop. Et puis on avait dosé également les éléments traces. Et bien sûr, sans attendre, on a complémenté avec, par voie intraveineuse, en vitamines et en oligo-éléments. Et puis également en vitamine PP, parce que le tableau clinique était évocateur quand même d'une carence, d'une pélagre. Donc on avait complémenté en vitamine PP, en B1, même s'il n'y avait pas d'argument
électromyographique ni d'atteinte neurogène qui nous faisait... de toute façon, on l'a fait de façon systématique. Et bien sûr, sans attendre les résultats des dosages. Donc elle est arrivée, on a dosé et on a directement commencé à la supplémenter. Elle était complètement aphagique. Donc on a commencé une nutrition entérale progressive avec un soluté isocalorique, isoprotidique, et on a rajouté des extraits pancréatiques. Sachant que ça a été très difficile de mettre la sonde, de la renourrir, elle l'avait arrachée plusieurs fois, elle était complètement agitée au début, il a fallu la sédater pour pouvoir la soigner. Et puis on a fait une déplétion volémique prudente par des diurétiques. Et puis c'était assez spectaculaire, parce qu'en 48 heures, on a eu une amélioration. Elle a perdu 10 kg, une diminution de la surcharge hydrique, mais persistait quand même l'anorexie, la gueusie, la glossite, qui était très gênante. Vous voyez ici que ça commençait, c'était assez impressionnant, parce qu'au bout de 48 heures, on commençait déjà à avoir une amélioration des lésions cutanées. On a reçu les dosages toujours a posteriori. Donc il y avait une carence en plusieurs vitamines, une carence en vitamine D, une discrète carence en vitamine A, pas de carence en vitamine B. Il n'y avait pas de carence en vitamine PP, mais ça on va voir après. Mais il y avait une carence en zinc, cuivre et sélénium. Et pas de carence ni en folate ni en vitamine B12. On a quand même fait un fécalogramme pour savoir un peu ce qui se passait. Donc elle avait de grandes diarrhées avec une forte stéatorée, une azotorée, avec des fuites électrolytiques importantes, et une perte calorique fécale évaluée à 1200 kcal. Sachant bien sûr que quand on fait un bypass, l'objectif c'est qu'il y ait quand même des pertes caloriques. Donc on ne sait pas trop combien il faut tolérer. En tous les cas, on savait qu'elle était aphagique, qu'elle mangeait peu et qu'elle perdait beaucoup. L'élastase fécale est effondrée, témoignant de l'existence d'une insuffisance pancréatique exocrine. Et puis l'examen biochimique témoignait d'une maldigestion. Et puis on a fait quand même un aminoacidogramme, c'est-à-dire qu'on a dosé tous les acides aminés, qui montraient une hypoaminoacidémie généralisée, avec une citrulline basse, mais avec un tryptophane indétectable. Je vous explique après, je pense que c'est la diapositive d'après. Je vous expliquerai à la fin pourquoi le tryptophane. Donc on a poursuivi la renutrition par voie entérale. Cette fois-ci, on a complémenté par voie IV en zinc et on a complémenté par voie orale en cuivre, puis en sélénium. Pas en même temps, donc de façon parce qu'il y a une compétition dans l'absorption, donc on a fait l'un après l'autre. Je pense qu'on avait fait le cuivre d'abord et puis le zinc. Donc on a eu une amélioration de la gueusie après 7 jours de correction des carences. Elle a repris progressivement une alimentation orale. Et puis on l'a sevrée progressivement au bout de... Elle est restée longtemps sur nutrition entérale parce qu'elle est sortie avec une nutrition entérale à domicile et on avait mis plusieurs semaines à la sevrer complètement. Alors, rapidement, pourquoi on a pensé à la carence en vitamine PP elle n'est pas considérée comme une vitamine au sens strict de la définition, parce qu'il y a quand même une synthèse endogène possible. Donc il y a un apport alimentaire plus une synthèse hépatique à partir du tryptophane. Comme cette patiente était complètement anorexique, symptomatique, donc elle avait une anorexie, et puis elle avait donc un dosage de tryptophane effondré, donc ça allait un peu dans le sens de notre réflexion sur la carence. Je vous ai mis ici les différentes manifestations cliniques potentielles de ce qu'on appelle les carences. On avait fait un dosage plasmatique, donc pas forcément un bon reflet des carences intracellulaires. C'est pour ça que peut-être que le dosage était normal. Le meilleur dosage est le dosage intra-érythrocytaire de la niacine. Et puis le dosage plasmatique ne reflète pas toujours le statut intra-érythrocytaire, comme je vous l'ai dit. Voilà, ça c'était le cas de Madame R. Rapidement ici les conséquences des carences en zinc, cuivre et sélénium, on pourrait s'étaler là-dessus et puis c'est très long d'aller au-delà. On sait que le zinc donnait une alopécie, ce qu'avait notre patiente, une altération de la flaveur, du goût, ce qu'elle avait, donc ça n'arrange pas l'anorexie qu'elle avait, une blépharite avec une conjonctivite qu'elle avait, une diminution de la vision nocturne qu'elle n'avait pas, le cuivre donnait une anémie régénérative, ce qui était le cas de notre patiente, une altération du goût, une dépigmentation,
et le sélénium, des myalgies, une diminution de la force musculaire, une cardiomyopathie dilatée, une maladie de Keshan, une pseudo-albinisme, une arthropathie, macrocytose érythrocytaire, mais c'est rare, comme disait aussi, comme on disait tout à l'heure, parfois des troubles de l'humeur et des dépressions. Je passe rapidement là-dessus. Donc, le diagnostic de Madame R. Donc, on était face à un tableau de dénutrition sévère type Kwashiorkor sur une malabsorption et une maldigestion majeure post-deuxième chirurgie bariatrique, compliquée de carences multiples, probablement vitamine B en tryptophane, en zinc et en cuivre. Donc, c'est très difficile en fait de faire la part des symptômes liés à chaque carence. Mais en tous les cas, c'était une carence globale, une polycarence globale, expliquant la symptomatologie, en tous les cas neurologique et cutanée. Je ne sais pas, non, c'est tout. Pour elle. Donc elle s'est améliorée, elle allait bien. Là, on l'a revue en consultation, elle se redégrade de nouveau. Donc je ne l'ai pas mis parce que c'était assez récent. Et on se pose la question d'un avis chirurgical pour voir un peu ce qui s'est passé après ce rallongement dans s'exclut. On se pose la question de voir s'il ne faut pas réopérer cette patiente. On la suit de près. Rapidement, un deuxième cas clinique. Madame M, c'est une patiente de 53 ans qui avait une obésité morbide avec un indice de masse corporelle à 50. Cette fois-ci, compliquée d'un diabète de type 2, d'une hypertension artérielle, d'une insuffisance respiratoire restrictive avec un SAS qui était appareillé, et de gonarthrose bilatérale invalidante. C'est une patiente qui avait du mal à marcher, qui sortait quasiment plus de chez elle. Voilà, bypass gastro-jéjunal en janvier 2011. Vomissement itératif à 1 mois, hospitalisation en urgence. Elle a été hydratée par du glucosé. Diagnostic de sténose sur l'anastomose gastro-duodénale a été fait rapidement et on la dilate et elle retourne à domicile. En avril 2011, elle est hospitalisée en urgence pour désorientation temporospatiale, somnolence, impotence fonctionnelle. À l'examen clinique, on retrouve une station debout impossible. À l'examen neurologique sensitif, on retrouve des paresthésies, un engourdissement des extrémités, des troubles moteurs, également cognitifs avec une désorientation, des affabulations, des troubles attentionnels et des fausses reconnaissances au moment où on l'avait admise chez nous. L'IRM médulaire était normal. L'IRM cérébral, il y avait quelques hypersignaux de substances blanches d'origine vasculaire. Bilan carentiel était normal en dehors d'une vraie carence en vitamine B1. Et cette carence devait être d'autant plus profonde parce que le dosage a été fait après le début de la supplémentation. Donc, syndrome de Gaillet-Wernicke sur une carence en B1 chez cette patiente. Et on a vu ces enfants, c'est une patiente qui avait 8 enfants. On a discuté un peu avec eux, avec sa fille aînée qui nous avait expliqué que leur mère était addicte à l'alcool et qu'ils n'étaient pas sevrés avant l'intervention. Donc précipitation ou aggravation d'une symptomatologie après perfusion de G5, augmentant les besoins en thiamine aux urgences. Voilà, donc le diagnostic a été posé.